L'émission Acodi, c'est une équipe qui vous amène à la découverte des musiques du monde et de la diaspora. Des montagnes à la plaine, des fleuves aux rivières, en passant par les forêts, la jungle et les dunes, découvrez l'Afrique avec l'émission Acodi. Je pense qu'on connaît beaucoup de personnes tous les deux qui sont rentrées sans être forcément haut placées. C'est-à-dire que sans avoir un parent qui ouvre les portes? Pas forcément, c'est plus dur, mais c'est pas inaccessible. Ici, en France, à Lyon par exemple, est-ce qu'autour de vous, c'est quelque chose dont vous parlez souvent, ou alors c'est un projet beaucoup plus individuel que vous, un rêve individuel que vous portez? Non, je ne sais pas si c'est spécial aux Rwandais, mais moi, la plupart des Rwandais que je connais, ils veulent rentrer au pays. Ils veulent, mais est-ce que même des pères de famille qui ont fait plusieurs années en France ont toujours l'idée de, à un moment donné, retourner. Ça, c'est comment à tous les pères de famille, tous les pères de famille qui sont là vont rentrer. Ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, vous dites, ils ont l'idée. Mais nous, pourquoi on a choisi de parler des étudiants? Parce qu'effectivement, la plupart de ceux qu'on retrouve ici sont arrivés comme étudiants. Et puis, comme disait un célèbre homme politique, Inch'Allah, je rentrerai. Les années passent, on commence à fonder une famille, on vieillit, on se trouve à 70 ans. Et on se dit, mais finalement, est-ce que c'est pas un gros piège de venir comme étudiant et à la fin de prendre plaisir et on ne peut pas pouvoir rentrer? J'ai envie de dire, c'est le jeu. Est-ce que vous parlez de ça? Est-ce qu'on vous parle de cette période-là, du génocide? Pour ma part, on en parle. C'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez tabou encore. Après 19 ans, on a du mal à en parler franchement, à mettre carte sur table, dire exactement ce qui s'est passé. Mais en famille, entre nous, le sujet revient. Mais, et quand il revient, vous en parlez comment? Qu'est-ce que ça se dit? Surtout par rapport à nos familles. Comment nos familles qui étaient là à ce moment-là, parce que moi j'y étais pas, j'étais au Malawi, comment ils l'ont vécu, comment ma mère, n'étant pas avec sa famille, l'a vécu aussi. Donc c'est vrai que après on en parle, mais c'est vrai que en général, quand on se retrouve face à d'autres gens à l'extérieur du cocon familial, ça reste un peu tabou. Donc même au sein de l'association Ibuka? En fait, justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que nous, à Ibuka, c'est pas l'association des Rwandais, c'est une association des rescapés du génocide. C'est-à-dire que nous, le but de l'association, c'est... C'est quoi la différence entre les associations rwandaises et les rescapés du génocide? Il y a une différence, c'est-à-dire que... Expliquez. C'est laquelle? Tout Rwandais n'est pas rescapé du génocide. C'est-à-dire, c'est d'un côté, vous avez les victimes, donc qui se retrouvent au sein de cette association-là. Exactement. Et les autres? Les autres... En fait, si vous voulez, il n'y a pas seulement des Rwandais déjà dedans. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent œuvrer pour le soutien des rescapés est le bienvenu. Donc qu'on soit japonais, français ou même rwandais, si votre ambition c'est de venir en aide aux rescapés, que ce soit financièrement au niveau de la justice ou bien en faisant des commémorations pour la mémoire, vous êtes le bienvenu. Concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez chez Ibuka aujourd'hui? Quel travail? Alors, l'association Ibuka, elle recouvre 3 volets que je viens d'évoquer. La mémoire. Donc chaque année, on fait des commémorations du mois d'avril au mois de juin. On se bat aussi pour la justice, parce que, surtout en Europe, il y a beaucoup d'individus qui sont présumés génocidaires, qui n'ont pas été jugés. Donc l'association Ibuka essaie de faire bouger les choses. Et le soutien aux rescapés, que
que ce soit un soutien financier, moral, ou parce que souvent les rescapés ils sont isolés en fait. Alors quand vous dites par exemple la justice, vous vous battez, est-ce que vous avez les moyens d'intenter des procès comme ça? Comment ça marche? Alors, le volet justice par exemple? À Lyon, pas encore, on est une équipe jeune. La cellule de Lyon existe depuis 2010. Okay. Mais IWOCA, c'est une association qui est présente au niveau national en France, mais dans d'autres pays d'Europe, en Amérique du Nord et même au Rwanda. Il y a même une entité IWOCA Europe. Et sur le plan local? Sur le plan local, parlez-nous un peu de ce que vous faites aujourd'hui. Sur le plan local, IWOCA Rhône-Alpes, donc de la région, on est à peu près une trentaine de membres actifs qui agissent sur tout le territoire rhône-alpin. C'est pas seulement à Lyon, il y a des gens à Grenoble, à Chambéry, à Mâcon, à Saint-Étienne. Et donc nous, globalement, ce qu'on fait, c'est surtout, on travaille surtout sur les commémorations, le travail de mémoire. On fait des conférences, on fait des colloques. On se bat pour avoir un lieu de mémoire. Actuellement, il y en a un à Mâcon, dans le 71. Enfin, vers Mâcon exactement, c'est à Cluny. On se bat aussi pour... bon, il n'y a pas eu, sur le territoire rhône-alpin, il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas encore de projet. Il n'y a pas eu de procès créé par... on n'a pas encore porté plainte contre un présumé génocidaire sur le territoire, parce qu'on n'en a pas les moyens. Une question, alors, avant de porter plainte, est-ce que vous, à votre connaissance, je veux dire pas vous individuellement, au sein du collectif, est-ce que vous avez connaissance des présumés génocidaires qui vivent librement aujourd'hui en Afrique? Et quel type de rapport avez-vous avec ces personnes? Bon, disons que c'est de la... Quel genre de rapport, c'est-à-dire? Je veux dire, est-ce que lorsque vous savez qu'un tel c'est un présumé génocidaire, bon, est-ce que vous attirez attention sur lui ou vous faites semblant de ne pas le voir? Comment ça fonctionne ce moment-là? C'est comme elle disait Paola, c'est assez tabou ce genre de choses. Donc on vit avec, on vit avec et pas vraiment avec. C'est douloureux quand même. Ah, c'est douloureux. Alors, comme le collectif est constitué à dessein, quelles sont les démarches que le collectif entreprend lorsqu'on sait par exemple qu'il y a un présumé génocidaire quelque part? Est-ce que vous attirez attention sur lui? Est-ce que vous en parlez, vous menez des actions pour ne pas le faire fuir? Enfin, sans dévoiler les secrets comme ça sur les antennes, mais voilà. On a une association en 1905, donc on a... 1901, pardon. Oui. Excusez-moi. Oui. 1901. Donc en fait, il y a des lois qu'on ne peut pas agir comme ça sans preuve, sans mandat. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire concrètement sans preuve. Maintenant, ma question, c'est sur l'attitude que vous avez. L'attitude, c'est... Bon... Parce que moi, alors vous parlez comme ça, mais de manière toute simple. Donc, si je sais que le monsieur qui habite de l'autre côté, c'est celui qui on soupçonne d'avoir fait ça, soit je vais devenir méfiant, soit je vais porter plainte, soit je vais... je sais pas, il y a quand même un sentiment. Vous voyez, dites-moi. Des présumés génocidaires, il n'y en a pas que dans Rhône-Alpes. Il y en a même au Rwanda. Il y en a dans la plupart des pays où les Rwandais sont. Pour autant, il n'y a jamais eu... C'est-à-dire qu'on vit ensemble. Aujourd'hui, on essaie de vivre ensemble. On se répare. On ferme les yeux. C'est plus, de la réconciliation que de l'accusation. Voilà. On se répare. Auto-réparation. On essaie de se réparer. Facile ça quand même. C'est jamais facile. Et comment ceux qui ont été victimes alors le vivent à ce moment-là? Quand vous leur tenez un discours de réparation, de réconciliation, voilà, il y a une sorte de... On a l'impression on se sent seul. Ah oui. On se sent seul, pas écouté. Donc c'est pour ça que c'est d'où l'association IWOCA, c'est pour ça qu'elle a été créée. Parce que moi, je voudrais je me suis d'insister un peu sur la justice. Oui. De dire, voilà, on sait qu'ils sont là. Ailleurs, j'ai écouté des informations il n'y a pas très longtemps d'une famille qui se battait, qui portait plainte. C'est vrai que ça nécessite des moyens financiers et tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Mais le volet justice, quand même, n'est pas simple à aborder. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la ville aujourd'hui, qui demain seront devant la justice, malgré que d'un côté vous faites cet effort de réconciliation, on a quand même fait des procès face à des gens qui sont déjà plus ou moins intégrés dans la société. Oui, mais on n'a jamais dit que c'était facile. Après, je pense que c'est soit on remet le couteau dans la plaie en cherchant justement
d'aller envers cette personne-là avec la justice, ou soit justement on se bat, surtout nous en tant que victime, pour ne pas que ça se refasse. Et donc du coup, on se dit bon, on repart sur la réconciliation pour pas non plus remuer le couteau dans la plaie. Il vaut mieux aller de l'avant plutôt que ça t'a retourné en arrière, enfin retourner en arrière entre très grosses guillemets, et peut-être au final ne pas avoir le jugement que l'on souhaitait. Est-ce que vous avez l'impression que les fameux tribunaux populaires, les gachacha, ont porté leurs fruits à peu près? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont fait permis quelque chose? Moi, pour ma part, oui, parce que dans tous les cas, ça a été instauré parce qu'il y avait une demande. Si on avait jugé ces présumés génocidaires avec